Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Luigi Notarangelo. Ciao Luigi, comment ça va? Ça va bien. Bonjour à tous. Notre ami Scrum Master. Alors, tu es Scrum Master aujourd'hui. J'avais à cœur de parler de ce métier-là et de cette fonction qui est souvent mal comprise dans les entités, dans les entreprises. Et c'est vraiment le passage, parce qu'on a bossé ensemble. Et oui, on a travaillé ensemble. C'est vraiment ce passage-là qui m'a fait changer un petit peu mon a priori, mes a priori par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est peut-être lié à la personne? Je vous laisserai faire votre avis. On est aujourd'hui ici pour parler de ton parcours, de ce que tu as réalisé, et ensuite on parlera un petit peu plus en profondeur sur le métier de Scrum Master. Ça te va? Ça marche. Yes. Alors Luigi, parle-moi un petit peu de toi. Avant de commencer le vif du sujet, parle-moi de toi. Bon, Luigi Notarangelo, j'ai à peu près 45 ans et j'ai un parcours un peu bizarre. Les gens me disent que j'ai un parcours un petit peu bizarre. Ce qui me définit le mieux, c'est un terme que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'était slasher. Je sais pas si ça te parle, Ah non, slasher. pas du Alors, tout. moi, Pas j'aime du bien tout. Slash parce que Slash, c'est le guitariste de Guns N' Roses. Donc, j'aime bien la guitare, etc. Et en fait, un slasher, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes professionnelles et qui en fait une identité, en fait, voilà, qui navigue entre plusieurs mondes différents. Voilà, et du coup, moi, j'ai 3, 4, 5 mondes différents et voilà, et je me promène là-dedans. Ces mondes-là, c'est celui de la gestion de projet. Donc, c'est là où on s'est rencontrés, toi et moi, là. Voilà, à l'époque, ça s'appelait gestion de projet, management de projet. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt l'agilité, hein, on va dire. J'ai un autre monde aussi, c'est celui de l'artisanat. Voilà, j'ai été artisan et j'ai toujours on va dire, ouais, ce goût, en tout cas pour l'artisanat et les choses qu'on fabrique avec les mains. Je me promène aussi dans l'événementiel, le monde de l'événementiel. Alors, ce que j'aime bien dans l'événementiel, c'est de la gestion de projet. Je suis régisseur général sur des gros événements. C'est de la gestion de projet, mais ce qui est super, c'est il y a une date fixe. On ne va pas se dire, tiens, bah, ou la fête, ou tel événement, ou tel concert, on le fait à tel moment. Et si on est en retard, on va pas décaler le concert. Voilà. Donc, on a une date de fin fixe et voilà, ça génère des choses vraiment très, très différentes par rapport à la gestion de projet classique dans les entreprises où on se dit, bon, bah, finalement, on est en retard, ouais, bah, on est en retard. OK. Ce On qui peut pas arrive être en souvent. retard dans le monde de la culture, voilà, dans le monde de l'événementiel. Et je fais de l'événementiel dans un autre monde qui est le monde culturel où là, je suis guitariste et voilà, j'ai un groupe de musique et voilà, je suis leader, enfin leader, co-leader dans un groupe de musique. Voilà, et là, il y a un autre monde là, qui est en train de s'ouvrir. C'est le monde de l'accompagnement individuel où voilà, bah, j'ai de plus en plus de demandes pour voilà, accompagner les gens à la fois sur leur parcours de vie ou leur parcours aussi au sein des entreprises. Voilà, du coup, mon parcours, on va dire, ma réalité, c'est plutôt ça, quoi. Ok. Alors, j'ai triché un petit peu, hein, quand on a déjà travaillé un petit peu ensemble. J'ai déjà réponse à des questions, mais je trouve ton parcours hyper intéressant. Donc, tu parlais de déjà on a bien compris que tu as plusieurs casquettes. Certains diraient que tu as plusieurs casquettes, et ça, je trouve ça top. Donc, ça demande une certaine organisation. Euh, les gens ne se rendent pas toujours compte du truc, mais ouais, faut tenir le rythme des fois. Ouais, Mais ça se matérialise vraiment dans les environnements de travail. J'ai plein d'environnements de travail différents. Il y en a qui se rejoignent, d'autres qui se rejoignent pas. C'est pas toujours évident, en tout cas, c'est ça, de synchroniser tout le monde, quoi. Heureusement que la c'est ça. synchronisation du calendrier, ça existe, quoi. Mais quand ça plante comme hier, c'est bien le bazar. Mais alors du coup, ma question, elle est là, c'était, tu as parlé de musique tout à l'heure, tu me disais que tu étais luthier avant. Et déjà, qu'est-ce que c'est Moi, le j'ai luthier? C'est quoi pour ceux qui alors, connaissent pas? luthier, c'est un artisan qui construit en fait des instruments de musique à cordes, pincées ou frottées. Frottées comme les violons, violoncelles, alto, contrebasse. Il doit y avoir aussi des viols de gambe, des trucs comme ça. Et après, il y a les cordes pincées qu'on connaît sous le nom plutôt de guitare, de basse. Le clavecin aussi, on appelle les facteurs de clavecin, on les appelle aussi des luthiers.
Voilà, et donc moi, j'étais spécialisé dans la guitare électrique, acoustique, à cordes acier. Voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et ça a fait suite à un changement de vie, à une autre tranche de vie avant, qui était j'étais donc consultant, gestion de projet à Paris, dans les banques, les assurances, ce genre de trucs, quoi. Je faisais des tableaux Excel pour mettre des charges, des délais, des sous. Voilà, il n'y avait pas du tout la dimension humaine, il n'y avait pas du tout la dimension de management. Et je trouvais ça vraiment, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et du coup, en fait, j'ai eu une opportunité, il y a eu un licenciement économique dans une banque. Et du coup, j'en ai profité pour créer ma boîte, pour me former en fait à la lutherie euh, et, euh, et basculer et créer ma boîte. Alors j'avais déjà, on va dire, le monde du bois, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, parce que mon père était, bon, enfin il est toujours menuisier ébéniste. Et donc depuis tout petit, voilà, moi j'ai grandi en fait dans un atelier où on voyait des morceaux d'arbres qui rentraient d'un côté et qui ressortaient en escalier, en fenêtre, en porte, en meuble, de l'autre côté, quoi. Et nous, on s'activait au milieu avec les machines, les traitements. Voilà, j'étais dans un processus de fabrication. T'avais la Euh, fibre, quoi. T'avais déjà la voilà, fibre du j'avais bois. la fibre. Ouais. Voilà, et du coup, arriver dans le monde de la lutherie, c'était à la fois le croisement de mon histoire et à la fois et le croisement de ma passion qui est la musique, le jeu, la guitare. Voilà. Du coup, quand il s'agit de poursuivre un rêve, bah, je me suis dit, bah, tiens, ce rêve-là, il faut le poursuivre, quoi. Voilà. Donc, ça a Excellent. duré 8 ans, je l'ai poursuivi et maintenant, il y a d'autres rêves qui prennent le pas, quoi. C'est intéressant ça. Alors, bon, je suis pas sûr qu'on arrive à aborder ce point-là, mais ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, c'est que parfois on a des rêves qu'on arrive à concrétiser ou non, et bah, des fois ils changent, on évolue, on a d'autres aspirations, peut-être que des fois il y a autre chose qui nous attend. C'est ça aussi la bonne surprise. Ouais, c'est ça. Et bon, après, parfois, on n'a pas trop le choix. Aussi. Et parfois, le rêve aussi, c'est, tu te dis, tiens, je vais fabriquer des guitares. Alors, tu te fais une idée de ton rêve, et après, une fois que tu le fais, tu te dis, putain, mais c'est chaud, quoi. C'est dur, c'est pas. Ah, voilà, il faut manger, il Eh, faut affronter des problématiques super compliquées, il faut faire du commerce, il faut. Voilà, donc finalement, le rêve, voilà, est-ce que c'est vraiment ça, le rêve, tu vois? Je sais pas trop. Voilà. on peut pas savoir avant d'avoir fait, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et du coup, Et l'expérimentation, c'est quelque chose qui est extrêmement important, en tout cas pour moi, et c'est aussi un des piliers en fait de l'agilité. Aujourd'hui, l'agilité, c'est OK, on peut faire des plans sur la comète, mais rien ne vaut l'expérience. On fait alors, l'expérience et j'enchaîne on a. justement, pardon, je te coupe. Ouais. Justement, la raison pour laquelle on est là, c'est de savoir un petit peu déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'agilité? Qu'est-ce que c'est un Scrum? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir ça. Alors, un Scrum, ça se dit pas un Scrum. Un Scrum Le Master. Scrum, le Scrum, c'est un cadre de travail. Euh, En gros, c'est des rôles. C'est un cadre qui est défini par des rôles de personnes. Voilà, il y a des personnes qui vont endosser un rôle, qui vont travailler en fait pour fabriquer quelque chose, donc un produit. Ok. Donc ça, un produit, c'est un artefact, hein, c'est fait par la main de l'homme. Donc il y a on va dire un langage très artisanal, je trouve, dans Scrum. Et il y a d'autres, on va dire, produits qui permettent de construire le produit. Voilà, tout ça, c'est les artefacts. Donc, il y a les rôles, les artefacts, et il y a ce qu'on appelle des cérémonies, c'est-à-dire des moments où on se rencontre. Voilà, donc en gros, c'est des événements, un produit, des artefacts et des rôles. Et donc tout ça, ça définit un cadre de travail. Et parmi ces rôles-là, dans ce cadre de travail, dans les rôles de ce cadre de travail-là, il y a plusieurs rôles. Et un de ces rôles, c'est le Scrum Master. Alors souvent dans les boîtes, on entend ouais, t'es Scrum, t'es Scrum. Non, je ne suis pas Scrum. Je travaille en Scrum et je suis le Scrum Master. Alors c'est hyper pompeux, je trouve, mais c'est assez, voilà, ça vient du monde du jeu, hein, voilà, le Scrum Master. C'est aussi Scrum, c'est la mêlée au rugby.
Mhm. Quand on fait du rugby, quand les deux équipes se rencontrent, là, on fait la mêlée, quoi. Donc, la mêlée, c'est vraiment le moment où tout le monde est comme ça et qu'il se passe plein de choses. Et le Scrum Master, je pense que c'est peut-être le demi-mêlée ou enfin, celui qui introduit le ballon, quoi. Enfin, peut-être, mais ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est celui qui est celui ou celle, hein, parce que il y a pas de, voilà. C'est celui ou celle se, qui veille à la bonne compréhension et la bonne appropriation du cadre de travail et de toutes ses subtilités chez tout le monde. Donc, c'est pas un chef de projet, c'est pas un chef tout court. Donc, il n'y a pas de dimension hiérarchique. Et c'est celui qui veille à la bonne appropriation des pratiques, du cadre, de la philosophie, du mindset. Et voilà, par l'ensemble de l'équipe, dans l'équipe et au-delà de l'équipe. Le management, les parties prenantes. Voilà. Ok. Donc si je résume bien, on a le Scrum qui est une méthode, qui est plutôt une méthode, euh, Pas une méthode, c'est un cadre de un travail. cadre. C'est Je pas vais utiliser tes termes, prescriptif. t'as raison. Donc je reprends. Oui. Une méthode, voilà, tu fais d'abord ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Ça, c'est une méthode. Mhm. C'est une recette de cuisine, C'est d'accord? important. Le cadre de travail, en fait, c'est ben, la cuisine, en fait. Il y a un four, il y a un frigo, il y a des placards. Ça, c'est ton cadre de travail, tu vois. Euh, tu, euh, Ton cadre de travail, c'est aussi, tu vas rentrer, tu vas enlever tes chaussures parce que voilà, il y a un ensemble de règles pour fonctionner dans la cuisine. Voilà, c'est plus ça, Scrum. Ok. Et Et du coup, après, à côté, dedans, tu gères ta cuisine comme tu le sens. uh-huh, Tu vas utiliser telle casserole pour tel truc en fonction bah, de ce que tu as à faire, etc. C'est ça, Scrum. C'est plus la cuisine plutôt que la recette. c'est une bonne définition, je trouve. Très très bonne Voilà. définition. Je sais pas, Et mais elle me parle plus comme ah ça. ben j'ai compris des trucs, donc tout va bien. Tant mieux. Et du coup, alors, et à côté de ça, tu disais que le Scrum Master fait partie de la compréhension. J'ai bien aimé ces termes-là. En fait, il s'assure qu'il y ait une bonne compréhension de tout ce qui tourne autour de ce cadre-là, en fait. On dit souvent que Scrum, c'est facile à comprendre, mais difficile à appliquer. Mm. Le rôle alors, dans les rôles, il y a l'équipe de développement, Coucou, dont tu fais partie, toi. c'est moi. Il y a ce qu'on appelle le product owner, qui est chargé de savoir quel produit on doit faire. Mhm. Okay, il n'a pas forcément de compétences techniques, mais il a une compétence qu'on appelle fonctionnelle. Il sait quel produit faire, quel produit amener sur le marché, quel produit proposer en fait aux clients, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation. Mais voilà, il est chargé du quel produit. Tandis que l'équipe de dev, elle est chargée de bien faire le produit, elle est chargée de la qualité. D'accord? Et le Scrum Master, lui, il est au milieu de tout ça et il veille à ce que le product owner fasse le bon produit ou design le bon produit et que l'équipe de dev fasse bien le produit. Voilà, mais ce n'est pas en mode contrôle, c'est en mode voilà, est-ce qu'on comprend bien les mêmes choses. Ce n'est pas le Scrum Master qui va dire comment on fait le produit, quoi. Puisque lui, son job, c'est les liens, c'est les relations, c'est l'huile entre les engrenages, etc. Voilà. La compétence du Scrum Master, elle est moins technique que relationnelle, il me semble. En tout cas, c'est ma vision du Scrum Master. Ok, ok, ok. Du coup, ça m'amène à une question qui est comment en es-tu arrivé à être Scrum Master? C'est-à-dire, Alors, quelle formation, qu'est-ce que tu as dû faire? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a des études à faire spécifiques? oui, oui, oui et non, en fait. Ah, Euh, ce serait comme être c'est pas- développeur. c'est- c'est- Ben, en fait, ouais. Donc, oui, il y a une voie traditionnelle hein, où tu passes par des certifications, des diplômes, ce genre de choses, hein. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait de formation Ok, universitaire ou, enfin, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas vu ça. De ok. formation universitaire pour devenir Scrum Master. Mhm. Typiquement, j'ai pas trouvé ça. Par contre, il y a des certifications, plutôt dans le domaine de la formation continue,
et dans la formation privée, c'est-à-dire, ouais, mais c'est de la formation continue. En gros, c'est des coachs, des formateurs qui organisent des stages et des stages ou des formations, hein, pour devenir plutôt Scrum Master. Voilà, c'est plus comme ça. Après, je pense que c'est moins important d'avoir la certification Mhm. que d'expérimenter et d'essayer de percevoir la finesse du travail, en fait, la finesse de ce que ça demande. Et pour répondre à ta question, comment j'en suis venu là, bah en fait, avant la lutherie, je faisais ce qu'on appelle PMO, là, Project Management Office. Donc, je faisais des tableaux de charge, de coûts, de délais. Je mettais des numéros dans des cases avec des couleurs et j'essayais de présenter ça bien. C'était bien, bien, bien pénible. Se demander, faire plein d'études pour arriver à ça, voilà, ce truc-là, il n'avait pas de sens. Mhm. Et par contre, il y avait du boulot, il y avait plein de gens qui étaient intéressés par ça. Moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi, à l'époque, j'étais jeune, hein, je devais avoir 23, 26 ans, par là. Et je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin d'un boulot pareil. C'était chiant à mourir. Et enfin, voilà. Du coup, je suis devenu luthier. Ça a duré 8 ans. Et au bout de 8 ans, ben, voilà, la vie a changé. Il a fallu que je retrouve une activité voilà, plus pérenne, parce que c'était pas très pérenne. Le marché s'était retourné enfin bref, toute une histoire. Et j'ai voulu revenir en fait dans le monde de la gestion de projet. C'est mon diplôme, il y a du boulot pour ça. Et quand je suis revenu en fait sur le marché, je me suis aperçu que l'organisme qui était pour moi l'organisme de référence en certification project management, Mhm. ben, n'existait plus, quoi, ou était en train de fermer, quoi. Ok. Il n'y avait plus de standards et voilà. Du coup, je me suis reprofessionnalisé, je me suis mis dans des réseaux de consultants. Et il y a un gars, Marc, je m'en souviendrai tout le temps, qui m'a dit, mais toi, tu devrais aller du côté de l'Agile Tour. L'Agile Tour, c'est un événement qui est auto-organisé et ça devrait te plaire, ça devrait t'intéresser vu comme tu fonctionnes. Ok. Et effectivement, quand je suis arrivé dans le comité d'organisation, enfin dans l'équipe auto-organisée de l'Agile Tour, alors là, j'ai fait plein de rencontres et j'ai découvert en fait enfin, voilà, une nouvelle manière de gérer les projets et juste de discuter entre les gens, de partager visuellement. Et c'est plein de choses qui, très bizarrement, euh, enfin, c'est plein de choses auxquelles j'étais parvenu dans mon atelier de luthier. C'est-à-dire que j'avais des employés, je me suis rendu compte que pour discuter avec eux, c'était mieux de rendre visuel les choses, d'arrêter de former et d'enseigner, mais plutôt de permettre d'offrir un cadre d'expérimentation et d'accompagner en fait les personnes dans leur apprentissage par l'expérience et de veiller avant tout aux relations humaines pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de possible qui en sorte. Tu avais déjà ces Tous ces petites trucs-là, notions avant même de faire du Scrum, enfin ouais, de vouloir être Scrum bah, Master, il y quoi. a vachement de dev perso aussi derrière, et Ouais. du coup, tout se mélange. Et quand je suis arrivé dans le monde professionnel, enfin revenu dans le monde professionnel enfin, dans l'agilité, j'ai découvert que ben, tiens, ça avait transpiré jusque-là et que c'était super chouette. Et voilà. Je me souviens, voilà, j'ai découvert Trello en 2015, ça avait l'air la base, quoi. Et moi je savais, enfin voilà, c'était fantastique. Découvrir que plein de gens fonctionnaient comme ça, voilà. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai organisé Agile Tour plusieurs années de suite. J'ai rencontré plein de gens, il y a eu plein de contacts, plein de voilà. Et là, j'ai rencontré Pablo Pernaut et Claude Aubry, qui sont pour moi les deux références françaises de Scrum en Mhm. France. Euh, ils proposaient un truc qui s'appelait le Raid Agile. Raid Agile. C'était 5 jours, 4 ou 5 jours, je crois, dans les Cévennes, dans la montagne. Et on était en groupe et cheminée, bonne bouffe, sport, rando et grosse discussion sur l'agilité et plein de formations à la cool
sur des gros concepts d'organisation, des gros concepts d'agilité. Donc, ce n'était pas que du Scrum, mais c'était au-delà du Scrum. On parlait d'Agile Fluency, on parlait de modèles de transformation aussi. Il y avait aussi des techniques et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. J'ai passé ma certification dans une chapelle en haut du Mont Brion, voilà, après une rando, C'est pas ça. et c'était vachement cool, quoi. Et j'ai eu une certification, mais qui est plus une blague qu'autre chose. Mais voilà, par contre, l'état d'esprit, il était là. Et voilà, le mindset, comme on dit souvent, voilà, c'est ça vraiment qui s'est ancré ce jour-là. Ok, mindset, c'est l'état d'esprit. Mindset, c'est état d'esprit. Ouais. Hmm. Souvent, on parle de mindset. État d'esprit. English, of course. Ouais. Ouais. Du coup, c'est D'ailleurs, hyper intéressant. Dev Adventure, c'est en anglais ou en français? Eh ouais, c'est en anglais, c'est en anglais. Pour quelqu'un qui parle pas anglais, je trouve que c'est une bonne blague. Et tu me connais, tu sais que j'ai le rire facile, donc. Du Ah, coup, voilà, quoi. mais je trouve ça très intéressant, hein. En fait, si je comprends bien, Marc, si je reprends, c'était une connaissance à toi? J'ai bien situé? C'est quelqu'un qui, bah, moi, se poser après la cessation en fait, de l'entreprise de lutherie, je me suis Mhm. retrouvé sans statut. Et du coup, je me suis mis en portage Ok. dans une boîte qui s'appelle ITG. Il y a d'autres boîtes qui font du portage salarial, c'est-à-dire qui te permettent d'avoir un statut de salarié dès lors que tu apportes des missions d'indépendants, etc. Donc, en Et gros, donc, juste petite parenthèse, tu conclus des contrats avec les clients et voilà, tu peux facturer au nom de cette boîte, mais qui te rémunère voilà, comme un salarié, quoi. c'est Voilà. ça. Ok. Et donc, il y a tout un processus de transition. Et dans ce processus de transition, parce qu'avant qu'ils te rémunèrent sans que tu aies d'activité, eh ben, voilà, il y a une relation de confiance à construire. Et ça Mhm. prend entre 3 mois et 1 an, selon les cas. Et pendant cette phase de transition, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir droit à des formations ou des stages de professionnalisation. Voilà, et donc, c'était avec un formateur qui est un très bon ami à moi, à côté de chez moi. Et c'était un hasard. Et il y avait plein de gens. Et dans ces gens-là, il y avait Marc Lécole, enfin Marc, un copain, euh, qui était testeur agile et qui suivait la même démarche que moi. Et il était dans l'équipe de l'Agile Tour. Et voilà. Et du coup, il m'a dit, bah, vas-y, vas-y. Et à un moment, de toute façon, dans ces phases de transition, hein, il faut sentir, voir, écouter, expérimenter, pas avoir peur de se tromper. OK, tester. Enfin, voilà. C'est hyper cool. Enfin, en fait, ce qui me fait tiquer là sur ton parcours, c'est le fait que ce soit quelqu'un que tu connaisses qui t'ait parlé de ça, parce qu'il savait que tu étais dans cette démarche-là. Donc ça veut dire, ça sous-entend aussi que t'en as parlé, qu'il était au courant de ta situation, qu'il savait que tu étais en reconversion, que tu cherchais à faire quelque chose d'autre, quoi. Bah, on était tous en reconversion à ce moment-là Ouais. et on s'est rencontrés dans ce stage-là, donc on ne se connaissait pas en fait avant. Mhm. Mais je ne sais pas, et je ne lui ai jamais demandé d'ailleurs, mais pourquoi il m'a proposé ce truc-là. Et voilà, le déclic, il s'est fait de manière très, très enfin, inattendue à ce moment-là. C'était le déclic pour devenir Scrum Master après. C'est ça. Bah écoute, je sais qu'on pourra en parler pendant des heures, tu nous connais, mais on va essayer d'enchaîner. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive dans ton métier? Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Est-ce que si on peut parler de passion, est-ce que il y a quelque chose qui te porte là-dedans? Quand j'étais luthier, je détestais que les télés, les journaleux, ils viennent et disent ah, c'est merveilleux, vous vivez de votre passion. Je galérais, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait une famille à nourrir, enfin, des crédits à payer et tout ça. Donc, le mot passion m'a un peu quitté à cette époque-là. Et en fait, c'est revenu là parce que moi, je m'aperçois, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, à la fois dans ce métier de Scrum Master, de coach et toutes les autres casquettes. En fait, le lien, en fait, le point commun de tout ça, c'est les gens. Et moi, ce que j'aime voir, c'est des gens s'épanouir dans leur travail, dans leur activité et dans leur personne aussi. Voilà, et moi, ce qui me passionne et ce que je trouve beaucoup dans ce métier-là, en fait, c'est justement la présence de plein de gens différents
plein voilà, de situations dans lesquelles il y a un apprentissage collectif à mener. Et voilà, et c'est ça voilà, qui me motive et non, ouais, qui me plaît énormément en fait dans cette vie-là, quoi. Voilà. L'idée d'apprendre tous les jours et de voir les gens passer d'un état où ils sont dans un mode de croyance hyper strict et de les amener à se dire, en fait, peut-être que le monde que je vois, il est partiel et peut-être qu'il faudrait que j'ouvre un peu et voilà, découvrir d'autres choses et faire ce chemin pour juste pas passer d'un monde de croyance à un autre monde de croyance, mais de se dire, tiens, ok, j'ai un horizon plus large, ouvrir les œillères, quoi. Ok, ok. C'est ça qui me plaît de voir et de constater régulièrement. Alors là, on va attaquer une question qui est mode sérieux, là. Lancement mode sérieux, sérieux. Piège. Une question qui fâche. Alors, je l'ai saisi comme ça, mais donne-moi ton ressenti, n'hésite pas à échanger là-dessus. Alors, du coup, la question c'est celle-là, ça commence par un constat. C'est que le Scrum Master, c'est pas toujours le bienvenu dans une équipe ou dans une entité. Et c'est parfois un petit peu perçu comme du flicage déguisé. Si tu vois où je veux en venir. Comment t'expliques ça en fait? Comment t'expliques que certaines équipes ou certaines personnes puissent ressentir puissent avoir cette perception-là? Ça se comprend parce que la transparence, c'est un chemin. Et typiquement, là, c'est cette histoire de croyances, d'interprétation de monde un petit peu serré. C'est pas évident d'en sortir, en fait, parce que finalement, ça peut s'avérer parfois assez confortable Mhm. de se dire, tiens, le monde, je le vois comme ça, du coup, quelque part, c'est plutôt sécurisant de se positionner et de trouver sa place dans le monde tel qu'on l'imagine, quoi. Et peut-être se dire qu'il est différent, etc., ça peut créer un sentiment d'insécurité. Euh, Sentiment d'insécurité, aversion au changement. Donc on se dit, tiens, c'est peut-être compliqué, enfin c'est compliqué en fait de passer d'un monde certain, même douloureux, à un monde incertain qu'on ne connaît pas. C'est préférable souvent de ne pas changer plutôt que de risquer d'aller mieux. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Et cette transition, elle n'est pas fluide. Et après, il y a aussi toute une tradition de management plutôt vertical, ce qu'on appelle le command and control, avec un chef qui sait tout et qui donne des ordres en dessous, et avec nécessité de rendre des comptes, de dire où est-ce qu'on en est, etc., etc. Voilà, qui laisse des traces, qui habitue les gens à être dans une certaine position et qui a tendance à déresponsabiliser en fait enfin, certains acteurs, quoi. Ce que je constate et qui est assez surprenant, et ça, je ne m'y attendais pas trop quand j'ai démarré cette activité de Scrum Master, c'était le problème, il est chez les managers, il faut libérer le management, il faut ouvrir, il faut enlever tous ces niveaux de management intermédiaire, etc. Et on crée de la transparence, on raccourcit en fait la chaîne, etc. Et finalement, je m'aperçois qu'en faisant ça, ben, finalement, ceux qui sont au charbon, finalement, peuvent aussi rencontrer des difficultés à se libérer, à finalement s'auto-organiser, à se responsabiliser, parce que finalement, c'est peut-être plus confortable d'avoir un chef que de ne pas avoir de chef. Parce que quand tu as un chef, finalement, tu peux te laisser couler, guider, etc. Tu reçois ton ordre, tu fais ton ordre, etc. Tu peux laisser le... Enfin, je schématise énormément, hein, c'est juste pour donner l'image. Tandis que quand on est en mode auto-organisé et responsabilisation, eh bien, on s'autodétermine en tant qu'équipe. Ça veut dire qu'on a confiance, ça veut dire que bah, c'est nous qui allons nous déterminer, définir nos objectifs, notre manière d'y aller, tout en restant responsable de la communication avec l'intérieur, avec l'extérieur, etc. Donc, c'est vraiment un changement de posture. Et en fait, et on voit ça dans les tracks de la CGT, de FO, que l'agilité, les sprints, tout ça, c'est une autre manière en fait, de mettre la pression aux salariés. Alors que en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on développe la performance et la performance à tous les niveaux. À la fois la performance produit,
la performance de l'organisation et la performance aussi du bien-être au travail, du rythme soutenable, d'avoir des gens qui sont contents de se lever le matin, d'aller au travail, pour rencontrer, pour évoluer en tout cas dans un environnement qui est sympa, qui est favorable, qui est apprenant. Voilà. Comment on développe tout ça? Et on se rend compte que si on ne développe pas un cadre de travail apprenant, convivial, soutenable, eh bien Mhm. bizarrement, la performance en pâtit. Voilà. Donc, et parfois, l'interprétation de la bienveillance et de la transparence, c'est perçu comme une mentalité un peu bisounours, et du coup, ça éveille des soupçons. Et voilà. Après, pourquoi c'est pris, pourquoi c'est suspect? Je pense que c'est souvent parce qu'il y a une mauvaise compréhension en fait du modèle, et qu'il y a un temps en fait d'appropriation de ce modèle-là, de ce cadre de travail-là, qui est pas automatique et qui demande vraiment un changement, un pas de côté en fait, à la fois individuel et collectif. On parle souvent du collectif, mais individuellement, sans un peu de travail sur soi, sans un peu de compréhension, d'écoute active, voilà, d'empathie et eh bien, sans ce travail-là, c'est un peu plus difficile, quoi. Et du Ça, coup, selon ça devient... moi, c'est important ce que tu dis là. L'aspect individuel, il est très important aussi dans une équipe. C'est que si, à titre individuel, on se sent pas dans la position dans laquelle on devrait être, c'est-à-dire se sentir à l'aise de parler, de pouvoir prendre la parole, de dire des choses, d'échanger, de poser des questions. Quand on n'a pas ce luxe-là, ou qu'on n'a pas l'impression d'avoir cette chance-là, on est d'office dans une position un peu braquée, quoi. On est tout de suite bloqué, et on est un petit peu en contradiction avec comment dire, avec le mouvement de l'esprit d'équipe, quoi. Après, il y a aussi, et on en sait quelque chose, toi et moi, il y a Mhm. aussi le poids de l'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'il il y a des expériences, il y a toute une histoire en fait dans une équipe Mhm. qui, avant la transition, peut créer des blocages plus ou moins forts. Et, euh, et en fait, ces blocages-là, ils peuvent avoir une mémoire qui dure longtemps en fait, et qui viennent empêcher voilà, le changement, les changements de posture, voilà, de prendre forme, quoi. Alors, si tu reprends notre cas, et c'est très bien de l'avoir mentionné. Pour ma part, il y a eu bon, de l'historique, hein, comme tu as dit. Il y avait un passif sur le projet sur lequel on était. Et bon, il s'est passé des trucs qui n'étaient pas perçus comme étant de très bonne foi. On va dire comme ça. Et que, en fait, ça laisse des traces. Et le sujet n'est pas là, hein. Le sujet, il est vraiment dans le fait que on a ressenti les choses, il s'est passé des trucs auparavant. Du coup, on va toujours interpréter ce qui arrive par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est ça, en fait, Oui. qui crée des tensions et qui crée la peur du changement. Là, typiquement, il y a une subtilité du rôle de Scrum Master, c'est de dire, OK, c'est de mettre de la lumière sur l'histoire, et de Mhm. mettre de la lumière sur, OK, aujourd'hui, l'histoire s'est passée, quoi. Et maintenant, il y a un avenir, en fait, à une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de communiquer, d'interagir, de travailler, en fait. Parce que le Scrum Master, c'est le gardien du faire ensemble. Mhm. OK, c'est le gardien de la collaboration, c'est le gardien en fait de cette. C'est pas juste du fun, quoi. C'est OK, de veiller au lien pour qu'il y ait de la collaboration, pour que l'information circule et pour que le produit corresponde le plus fidèlement à ce qui est nécessaire sur le marché. Et il y a On aussi connaît un tout. aspect de pas prendre, pardon, excuse-moi, hein. Il y a aussi un aspect de pas prendre parti, vraiment d'être impartial ou de faire la part des choses euh, entre toutes les entités, j'allais dire. Bah, prendre parti, c'est se positionner pour l'un ou pour l'autre, c'est exercer du pouvoir, c'est voilà. Le Scrum Master, c'est ce qu'on appelle aussi un facilitateur. Mhm. Et un facilitateur, il a une posture très basse sur le contenu, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le contenu. Mhm. Par contre, il va avoir une position haute sur la manière de faire interagir les gens pour favoriser l'intelligence collective et aboutir à une solution qui convienne et qui soit optimale pour tout le monde. Ok. D'accord? Voilà. Souvent, ça met plus de temps que Ouais. un chef qui guide, on va là-bas et on y va et on défonce tout. Sauf que bizarrement, c'est moins pérenne, ça passe moins, surtout aujourd'hui où l'agilité et la génération Y, la génération Z, voilà, qui fonctionne
vraiment différemment par rapport aux générations précédentes qui étaient très structurées, très hiérarchiques, etc. Donc voilà, il y a ce changement de génération, ce changement de mentalité lié au changement de génération Mhm. qui fait émerger en fait de nouveaux métiers. Et typiquement, pour moi, le coach agile, le Scrum Master en sont un. Ok. Bah, j'ai envie d'appuyer un petit peu plus sur le sujet parce que effectivement, si ça peut servir, si ça peut servir à des personnes et que certaines personnes se reconnaissent, ça peut aider, j'espère en tout cas. Il y a un aspect qui me, alors, mea culpa, hein, il faut que je te dise la vérité, Luigi. Pendant un moment, tu m'as bien énervé quand même, mais c'était J'ai pas, fait mon boulot là. voilà, c'est bon, c'est que t'as bien fait ton taf. Et voilà pour la première partie de cette interview. Je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à dimanche prochain pour la suite de notre vidéo.